Au dîner de Noël, ma sœur a souri et a dit « Papa et maman sont d'accord pour que je prenne ton appartement la semaine prochaine. » J'ai pris une gorgée de vin et j'ai répondu « Merci de me prévenir. » Dans ce cas, emménage mardi. Quand elle est arrivée mardi après-midi, son sourire s'est vite effacé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais d'autres projets. Des projets qu'elle et mes parents n'auraient jamais pu imaginer. Avant que je vous raconte les détails croustillants de ce fameux mardi, laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. C'est une longue histoire, une histoire de famille, d'argent et de respect, ou plutôt, de manque de respect. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Je m'appelle Apolline, et j'ai 29 ans. Je suis directrice d'un hôtel ici, à Lyon. Ma vie, je l'ai construite seule, à la sueur de mon front, depuis l'âge de 16 ans. Tandis que mes camarades de lycée profitaient de leur week-end, je remplissais les rayons d'un supermarché. Après le bac, pas de grande école de commerce payée par les parents. J'ai fait un BTS en alternance. Je travaillais la semaine et j'étudiais le soir. Mon premier appartement était une chambre de bonne sous les toits, un studio, comme on dit poliment. L'été, c'était un four, l'hiver, un congélateur. Je me souviens encore du goût des pâtes au beurre, mon repas quasi quotidien pour économiser chaque euro. Chaque euro était une brique de plus pour bâtir mon avenir. Pendant ce temps, ma sœur cadette, Capucine, 25 ans, vivait dans un tout autre univers. Un univers parallèle financé par nos parents, Gérard et Brigitte. Capucine n'a jamais gardé un travail plus de 3 mois. Trop stressant, trop fatigant, pas assez épanouissant. Après un semestre à l'université, elle a décrété que les cours étaient ennuyeux. Mes parents n'ont même pas sourcillé. Ils ont continué à payer son loyer, sa voiture, ses factures de téléphone, ses virées shopping. Sa vie était un long fleuve tranquille, alimenté par le compte en banque de nos parents, tandis que je ramais à contre-courant sur un torrent déchaîné. La différence de traitement était flagrante, douloureuse. Je me souviens d'une fois, à 19 ans, où j'ai dû supplier mes parents de m'avancer 200 € pour la caution de ma chambre de bonne. Mon père m'a fait un sermon d'1 heure sur la valeur de l'argent et la responsabilité, avant de refuser. Une semaine plus tard, je voyais des photos de Capucine en vacances en Italie, un voyage pour qu'elle se retrouve, entièrement financé par eux. À force de sacrifices, j'ai gravi les échelons dans l'hôtellerie. J'ai économisé, investi, et finalement, j'ai pu acheter mon premier appartement, un petit et 2 à moi. Le jour de la signature, mes parents n'étaient pas là. Ils avaient un imprévu. Il y a quelques mois, j'ai franchi une nouvelle étape, l'achat de mon deuxième bien immobilier. Un magnifique T3 sur le plateau de la Croix-Rousse, avec un petit balcon donnant sur les toits de Lyon. Ce n'était pas juste un investissement financier. C'était un symbole. Le symbole que j'avais réussi, seul. C'était ma forteresse, ma fierté, la preuve tangible de ma résilience. J'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle, espérant, au fond de moi, une lueur de fierté dans sa voix. Tout ce que j'ai eu, c'est un « Ah, c'est bien ma fille », prononcé sur un ton distrait, avant qu'elle ne change de sujet pour me demander ce que j'allais apporter pour le dîner de Noël. Je n'y ai pas prêté plus attention. Je n'imaginais pas que, dans leur esprit, les fruits de mon travail acharné avaient déjà été attribués à quelqu'un d'autre. Le soir du 24 décembre, je suis arrivée chez mes parents à Villeurbanne, une bouteille de bon vin à la main. L'ambiance était faussement festive. Les mêmes guirlandes fatiguées, le même sapin en plastique. Capucine était affalée sur le canapé, absorbée par son téléphone, comme toujours. Elle a à peine levé les yeux quand je suis entrée. Le dîner a commencé dans une atmosphère pesante, remplie de silence et de banalité. On a parlé de la météo, des voisins. J'avais l'impression de jouer une pièce de théâtre dont j'étais la seule à connaître le caractère absurde. Puis, au milieu du plat principal, Capucine a posé son téléphone. Elle a levé la tête et m'a regardé avec un immense sourire, un sourire que je ne lui avais pas vu depuis des années. « Au fait, Apolline » a-t-elle lancé d'une voix pétillante, « papa et maman disent que je peux prendre ton nouvel appartement à la Croix-Rousse la semaine prochaine. Je suis trop contente. » Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche.
Un silence glacial est tombé sur la table. J'ai tourné la tête vers mes parents, cherchant une explication, un démenti. Rien. Ma mère, Brigitte, était soudainement très concentrée sur ses haricots verts. Mon père, Gérard, découpait une autre tranche de dinde avec une précision chirurgicale. Pardon, ai-je réussi à articuler. Ben oui, ton T3, a continué Capucine, toujours aussi joyeuse. J'ai hâte de quitter la maison, de vivre enfin en centre-ville. C'est parfait. J'ai de nouveau regardé mes parents. Ma mère a finalement croisé mon regard, son expression aussi neutre que si nous parlions de la pluie et du beau temps. Tu t'en sors très bien maintenant, Apolline. Et ta sœur a besoin d'un endroit où vivre. C'est logique. Logique. Le mot a résonné dans ma tête. C'était donc ça, leur logique. Mon travail, mes sacrifices, mes nuits blanches, tout cela était simplement une ressource disponible pour ma sœur. Mon père a ajouté, sans même me regarder, la famille, c'est fait pour s'entraider. Tu peux bien faire ça pour elle. À cet instant, un souvenir m'a frappé avec la violence d'un coup de poing. J'avais 18 ans. J'étais en larmes au téléphone, la voix tremblante. Je les suppliais de me prêter 500 €, juste pour la caution de mon premier logement et le premier mois de loyer. J'avais un travail, je pouvais les rembourser. La réponse de mon père avait été glaciale. Dans la vie, on ne peut compter que sur soi-même, Apolline. Apprends cette leçon. Le froid de cette conversation passée a envahi mon corps. Et maintenant, il voulait que je donne, non pas 500 €, mais un appartement d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros, sans même me demander mon avis. J'ai senti une colère sourde monter en moi, une colère si intense qu'elle en devenait presque calme. J'ai pris mon verre de vin. J'ai bu une lente gorgée, laissant le liquide apaiser le feu dans ma gorge. J'ai posé mon verre, j'ai regardé ma sœur, puis mes parents, et j'ai souri. Un sourire poli, professionnel, celui que j'utilisais avec les clients les plus difficiles à l'hôtel. Merci de me prévenir, ai-je dit d'une voix légère. Dans ce cas, emménage mardi. Le soulagement sur le visage de mes parents fut instantané. Le sourire de Capucine s'est élargi. Elle a repris son téléphone, probablement pour annoncer la grande nouvelle à ses amis. Ils pensaient avoir gagné. Ils étaient tellement habitués à ce que je cède, à ce que je sois la fille raisonnable. Mais cette fois-ci, ma docilité n'était qu'une façade. Mon silence n'était pas un accord. C'était une déclaration de guerre. J'ai prétexté une migraine et une longue journée de travail le lendemain pour quitter le dîner plus tôt que prévu. Dès que je me suis retrouvée seule dans ma voiture, le masque est tombé. Mes mains tremblaient sur le volant, non pas de peur, mais d'une rage froide et calculée. Ce n'était pas une explosion de colère. C'était quelque chose de plus profond, une prise de conscience brutale. Ils ne me voyaient pas. Ils ne voyaient pas mes efforts, mes sacrifices. Ils ne voyaient qu'un portefeuille, une solution de facilité pour leur fille préférée. La tristesse a tenté de percer, mais la colère était plus forte. Cette colère est devenue mon carburant. En rentrant chez moi, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai allumé mon ordinateur portable. Mon esprit, habituellement épuisé après une journée de travail et un dîner de famille tendu, était d'une clarté redoutable. Le plan s'est formé dans ma tête, limpide et précis. Puisque mon appartement était apparemment disponible, j'allais le rendre indisponible. Définitivement. J'ai ouvert les sites d'annonces immobilières et j'ai commencé à rédiger. Je n'ai pas fait une annonce bâclée. J'ai créé le profil parfait pour mon bien. J'ai utilisé des mots-clés attractifs, charme de l'ancien, vue imprenable sur Fourvière, quartier prisé de la Croix-Rousse, calme et lumineux. J'ai détaillé chaque pièce, chaque équipement, du parquet en chêne à la cuisine entièrement équipée. J'ai fixé un loyer compétitif, juste assez élevé pour attirer des candidats sérieux et juste assez bas pour garantir une avalanche de demandes. Mais une bonne annonce a besoin de photos parfaites. Et mon téléphone ne contenait que quelques clichés sombres pris lors de la visite. Il était près de 23 heures. Je n'ai pas hésité. J'ai repris mes clés de voiture et j'ai roulé jusqu'à la Croix-Rousse. Me retrouver seule dans mon appartement vide à cette heure tardive a eu un effet étrange. Le silence était total.
La ville endormie scintillait à travers les grandes fenêtres. Une vague de tristesse m'a submergée. C'était ça, mon grand accomplissement. Un espace magnifique, mais vide. Une réussite que je ne pouvais partager avec personne, surtout pas avec ma famille. J'ai secoué la tête, chassant ces pensées. Ce n'était pas le moment de m'apitoyer sur mon sort. C'était le moment d'agir. J'ai passé les 2 heures suivantes à jouer les photographes immobiliers. J'ai allumé toutes les lumières, ouvert tous les volets, et j'ai photographié chaque pièce sous son meilleur angle. La magie a opéré. Même vide, l'appartement était magnifique. La lumière artificielle faisait briller le parquet. Les grands volumes donnaient une impression d'espace et de liberté. Ma liberté. Vers 2 heures du matin, de retour chez moi, l'annonce était prête. J'ai relu une dernière fois, j'ai ajouté les photos, et j'ai cliqué sur « Publier ». Un frisson m'a parcouru l'échine. Le piège était tendu. J'ai configuré mon téléphone pour recevoir des notifications à chaque nouvelle demande et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, jour de Noël, je me suis réveillé avec 17 notifications. Des messages de personnes intéressées, des demandes de visite. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Le plan fonctionnait à merveille. Je savais que j'allais recevoir de nombreuses réponses. Mais je n'aurais jamais pu imaginer que le premier obstacle, la première tentative de sabotage, viendrait directement de ma propre sœur. Le jour de Noël, traditionnellement une journée de repos et de détente, s'est transformé pour moi en un véritable centre d'appel. Je répondais aux emails, je planifiais des visites, je triais les premiers dossiers de candidature. La demande était énorme. J'avais l'embarras du choix. J'ai programmé une demi-douzaine de visites pour le lendemain. Puis, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Le premier candidat potentiel, un jeune couple qui semblait très enthousiaste par email, m'a envoyé un message laconique pour annuler, sans aucune explication. J'ai trouvé ça curieux, mais je n'y ai pas prêté plus d'attention. Mais quand une deuxième, puis une troisième personne ont annulé leur visite, toutes deux avec des excuses vagues, une alarme s'est déclenchée dans ma tête. La dernière personne a été un peu plus loquace. Elle m'a écrit, « Désolé, mais des amis m'ont déconseillé le quartier, apparemment il y a des problèmes de voisinage et la propriétaire a une mauvaise réputation. » Ma réputation ? Je venais à peine d'acheter l'appartement. C'était impossible. À moins que... Mon sang s'est glacé. Je savais. Je savais qui était derrière tout ça. Ce n'était pas assez pour Capucine que nos parents lui offrent mon appartement sur un plateau d'argent. Il fallait en plus qu'elle s'assure que je ne puisse rien faire d'autre avec. La colère a laissé place à une froide résolution. J'ai décidé de tendre un piège. J'ai demandé à une amie, Chloé, de se faire passer pour une locataire potentielle et de contacter Capucine directement sur les réseaux sociaux, sous un faux prétexte. Elle lui a envoyé un message du genre « Salut, je crois que tu connais Apolline. Je suis intéressée par son appartement à la Croix-Rousse, mais j'ai entendu des rumeurs. Tu peux me dire si c'est vrai ?» La réponse de Capucine n'a pas tardé. Et elle était pire que tout ce que j'avais imaginé. Chloé m'a transféré les captures d'écran. Capucine, aidée par son amie Manon, avait lancé une véritable campagne de dénigrement. Elle racontait que j'étais une propriétaire tyrannique, que l'appartement avait des vices cachés, des problèmes d'humidité, que le chauffage était défectueux. Elle inventait des histoires de conflits avec les voisins. C'était un tissu de mensonges, calculé pour faire fuir n'importe qui. À ce moment-là, j'ai compris. Ma sœur n'était pas juste une enfant gâtée et immature. Elle était malveillante. Elle ne voulait pas seulement l'appartement, elle voulait que je n'ai aucune autre option, que je sois acculée et forcée de le lui céder. Elle voulait me voir échouer pour justifier sa propre inertie. Que feriez-vous à ma place? Quand vous réalisez que votre propre sœur, la personne avec qui vous avez grandi, essaie activement de détruire ce que vous avez mis des années à construire? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Cette trahison a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La douleur a été brève, mais intense. Puis, elle s'est transformée en une détermination d'acier. Ce n'était plus une simple question de lui donner une leçon. C'était devenu une guerre. Et j'allais la gagner, non pas en descendant à son niveau,
mais en utilisant une arme qu'elle ne comprendrait jamais, l'intelligence et le professionnalisme. Le sabotage amateur de ma sœur allait se heurter à une stratégie implacable. La partie venait de devenir beaucoup plus intéressante. Face à la campagne de diffamation de ma sœur, j'ai compris que je devais changer de stratégie. Les sites d'annonces grand public étaient devenus un terrain miné. N'importe qui pouvait me contacter, et Capucine pouvait facilement continuer son petit jeu destructeur. J'ai donc pris une décision radicale. J'ai supprimé toutes mes annonces. Pendant une journée, il n'y a eu que le silence. J'imagine que ma sœur a dû penser qu'elle avait gagné, que j'avais abandonné. C'était exactement ce que je voulais. Puis, j'ai agi avec précision. J'ai publié une nouvelle annonce, mais cette fois, sur une seule plateforme, un site professionnel et payant, destiné aux expatriés et aux cadres supérieurs, où chaque profil de locataire est vérifié et certifié. C'était un risque, car cela réduisait considérablement le nombre de candidats potentiels. Mais cela éliminait aussi les curieux et les saboteurs. Le résultat a dépassé mes espérances. Le lendemain, j'ai reçu un dossier. Un seul, mais il était parfait. Il s'agissait de Faustine, une jeune médecin anesthésiste de 30 ans, qui venait d'être mutée à l'hôpital de la Croix-Rousse. Son dossier était impeccable, revenu stable et élevé, contrat de travail à durée indéterminée, excellente référence de ses anciens propriétaires. J'ai organisé une visite pour le lendemain. Quand Faustine est entrée dans l'appartement, ses yeux se sont illuminés. Elle est tombée amoureuse des lieux, de la lumière, de la vue. Elle était polie, intelligente, respectueuse. Pendant la visite, j'ai décidé de prendre les devants. Faustine, je dois être honnête avec vous, ai-je commencé. J'ai récemment eu un petit différend familial concernant cet appartement. Il est possible que des rumeurs infondées circulent. Je préfère être transparente. Elle m'a regardée avec un mélange de surprise et de sympathie. Elle a eu un petit sourire. Les histoires de famille, ne m'en parlez pas, a-t-elle répondu. J'ai quitté ma région natale en partie pour mettre de la distance avec la mienne. Je comprends tout à fait. Ce qui m'importe, c'est l'appartement et la relation avec le propriétaire. Et le contact avec vous est excellent. À cet instant, j'ai su que c'était elle. Une connexion s'était créée, une compréhension mutuelle entre deux femmes qui avaient dû se battre pour leur indépendance. Nous avons signé le bail électronique le vendredi soir. Faustine m'a fait le virement pour la caution et le premier mois de loyer dans la foulée. Tout était officiel, légal, irrévocable. Je lui ai envoyé un message pour lui demander quand elle souhaitait emménager. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard, et j'ai dû retenir un cri de triomphe. Je suis en congé la semaine prochaine, donc c'est parfait. Je pense que le camion de déménagement sera là mardi en début d'après-midi. Est-ce que ça vous va? Mardi. Le jour J. Le destin avait un sens de l'humour incroyable. C'est parfait, Faustine, ai-je répondu, en gardant mon calme. Bienvenue chez vous. J'ai posé mon téléphone, un sentiment de satisfaction intense m'envahissant. Chaque pièce du puzzle s'était mise en place. La locataire parfaite. Le timing parfait. Le plan était en marche, et il était désormais impossible de l'arrêter. Le piège était prêt à se refermer. Et ma chère sœur, qui pensait avoir gagné la bataille, allait se diriger droit dedans, sans se douter de rien. Le week-end qui a suivi la signature du bail a été d'un calme assourdissant. C'était comme le silence qui précède un orage. Aucune nouvelle de mes parents, aucun message de Capucine. Ils me laissaient mariner, persuadés que leur silence et la pression du temps allaient me faire plier. Ils ne savaient pas que le match se jouait déjà sur un tout autre terrain. J'ai vécu ma vie normalement. J'ai fait mes gardes à l'hôtel, je suis allée à la salle de sport, j'ai vu des amis. J'ai agi comme si de rien n'était. C'était essentiel. Je ne devais laisser transparaître aucune nervosité, aucune once de ce qui se préparait. Le lundi soir, comme une horloge, mon téléphone a vibré. C'était un message de Capucine. C'est TJS OK PR demain? J'arrive vers 14h avec les copines PR m'aider. Le ton désinvolte, les abréviations, l'assurance tranquille que tout lui était dû, tout dans ce message a ravivé ma détermination. J'ai pris une grande inspiration, j'ai composé une réponse simple et neutre,
et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Oui, à demain. Elle a répondu immédiatement avec une série d'émojis festifs. Je pouvais presque la voir de l'autre côté de l'écran, se vantant auprès de ses amis de son nouvel appartement, gratuit, dans le quartier le plus branché de Lyon. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Je n'étais ni anxieuse, ni effrayée. J'étais sereine. J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir, de manière légale, professionnelle et juste. Le reste ne dépendait plus de moi. Le mardi matin, je me suis réveillée avec une énergie nouvelle. Je ne me suis pas précipitée. J'ai pris le temps de me préparer un vrai petit déjeuner, un luxe que je m'accordais rarement. Des œufs brouillés, des toasts grillés, un jus de fruits frais. J'ai mangé lentement, en savourant chaque bouchée. C'était mon petit rituel de guerrière avant la bataille. Vers midi, j'ai envoyé un message à Faustine. Bonjour Faustine, juste pour prendre des nouvelles. Tout se passe bien pour le déménagement aujourd'hui ? Sa réponse a été quasi instantanée. Bonjour Apolline. Oui, parfait. Le camion est en train d'être chargé. On devrait être là vers 13 heures. J'ai tellement hâte. Super, ai-je répondu. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. L'heure suivante, je me suis occupée. J'ai fait le ménage, lancé une machine. Je devais garder mon esprit et mon corps en mouvement. À 13h30, mon téléphone a vibré. C'était une photo. Faustine m'avait envoyé un cliché de ses premiers cartons posés au milieu du salon de l'appartement. On y est. C'est encore mieux que dans mes souvenirs. Merci encore pour tout. J'ai souri et j'ai répondu avec un emoji pouce en l'air. La première phase était terminée. La locataire légitime était dans les lieux. Le décor était planté. Le rideau était sur le point de se lever pour le dernier acte, et je savais que le téléphone n'allait pas tarder à sonner. L'heure de la confrontation approchait. À 13h45 précise, le téléphone a sonné. L'afficheur indiquait « Maman ». Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher, calmement. Allô ? Apolline. Sa voix était stridente, au bord de l'hystérie. Où es-tu ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bonjour maman. Je suis à la maison. De quoi tu parles ? Ai-je demandé, d'un ton faussement innocent. Ne joue pas à ça avec moi. Ta sœur est devant l'appartement. Il y a des gens qui sortent des meubles d'un camion. Il y a une autre femme qui dit qu'elle habite ici. J'ai marqué une pause, laissant le silence amplifier sa panique. Ah oui, ai-je dit d'une voix légère. C'est Faustine. Ma locataire. Je t'avais dit que je comptais le louer. Elle emménage aujourd'hui. Un silence de mort. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau essayer de comprendre l'incompréhensible. Ta locataire, a-t-elle répété, le mot semblant étranger dans sa bouche. Oui. J'ai signé un bail en bonne et due forme la semaine dernière. Elle a payé son dépôt de garantie et son premier mois de loyer. C'est ma locataire. Mais, et Capucine, a-t-elle balbutié. Tu lui avais dit qu'elle pouvait venir mardi. Je lui ai dit, à mardi, ce n'est pas la même chose, ai-je corrigé, ma voix se durcissant légèrement. C'est vous qui avez décidé qu'elle pouvait vivre dans ma propriété sans même me consulter. Moi, j'ai pris une décision concernant mon propre bien. C'est inacceptable, a-t-elle crié. Ta sœur est sur le trottoir, en larmes, avec toutes ses affaires. Tu es en train de l'humilier devant tout le quartier. À ce moment-là, mon père a dû arracher le téléphone des mains de ma mère. Sa voix, grave et autoritaire, a retenti. Apolline, ça suffit maintenant. Tu vas immédiatement appeler cette personne et annuler le bail. Ta sœur va emménager aujourd'hui. C'est compris ? Le ton qu'il a employé, ce ton patriarcal qui ne tolérait aucune discussion, a fait voler en éclats les dernières bribes de ma patience. Non, ai-je répondu, ma voix calme mais tranchante comme une lame. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit non. Je ne vais pas rompre un contrat légal. Et même si je le pouvais, je ne le ferais pas. C'est mon appartement, et c'est ma décision. Après tout ce qu'on a fait pour toi, a-t-il grondé. J'ai éclaté de rire. Un rire sans joie, plein d'amertume. Tout ce que vous avez fait pour moi ?
De quoi parles-tu exactement? Vous m'avez élevé, c'était votre obligation légale. Depuis l'âge de 19 ans, je suis entièrement indépendante. Parlons chiffres, si tu veux. Vous vous souvenez des 10 000 euros que j'ai dû emprunter à la banque pour financer mes études, parce que vous avez refusé de m'aider? C'est curieux, parce que je me souviens très bien des plus de 20 000 euros que vous avez dépensés pour la nouvelle voiture de Capucine il y a 6 mois, après qu'elle ait détruit la précédente. Alors ne me parle pas de ce que vous avez fait pour moi. Un nouveau silence, lourd de tout ce qui n'avait jamais été dit. Je pouvais entendre Capucine pleurer en arrière-plan. Tu es en train de détruire cette famille pour de l'argent, a dit mon père, sa voix ayant perdu de son assurance. Non. C'est vous qui avez toujours tout ramené à l'argent. Vous avez appris à Capucine que tout pouvait s'acheter ou s'obtenir, et vous m'avez appris que je devais me battre pour chaque centime. Je ne fais qu'appliquer la leçon que vous m'avez enseignée. Dans la vie, on ne peut compter que sur soi-même. Cet appartement, c'est le fruit de mon travail, pas le vôtre. Et il n'est pas à prendre. Il a raccroché. Brutalement. Mes mains tremblaient, mais je me sentais incroyablement vivante. J'avais enfin dit la vérité. J'avais enfin brisé le silence. La guerre était déclarée, mais pour la première fois, je me sentais libre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La confrontation téléphonique n'était que le début de l'offensive. Dans l'heure qui a suivi, mon téléphone a été bombardé. Des messages de ma mère, m'accusant d'être sans cœur et égoïste. Des messages de Capucine, une litanie de reproches et d'insultes, me traitant de jalouse et disant que je lui avais gâché la vie. Je n'ai lu que les premiers. Puis, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je l'ai rangé dans un tiroir. Le lendemain, j'ai découvert qu'ils m'avaient bloqué sur tous les réseaux sociaux. C'était leur manière de me punir, de m'exclure numériquement du cercle familial. J'ai trouvé ça presque comique. Comme si leur présence virtuelle m'était indispensable. En réalité, cette coupure était un soulagement. Pendant 2 jours, ce fut le silence radio. Je savais qu'ils se concertaient, qu'ils préparaient leur prochain coup. Je ne me faisais aucune illusion. Ils n'allaient pas abandonner si facilement. Leur orgueil avait été touché. Le coup est arrivé le 3e jour, non pas par un appel ou un message, mais de manière beaucoup plus formelle, plus calculée. En rentrant du travail, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Je n'ai pas eu besoin de regarder l'expéditeur. Je reconnaissais l'écriture soignée et parfaite de ma mère. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite. J'ai ouvert l'enveloppe avec appréhension. À l'intérieur, une carte avec un motif floral anodin. Et dedans, un long message, qui n'avait rien d'anodin. C'était un ultimatum. Apolline, commençait la lettre. Ton père et moi sommes profondément déçus et blessés par ton comportement. Tu as choisi de faire passer l'argent et un bien matériel avant ta propre sœur, avant ta famille. Capucine est dévastée. Elle ne quitte plus sa chambre. Tu as causé une peine immense. Nous te donnons une dernière chance de te rattraper. Tu as 1 semaine, à compter d'aujourd'hui, pour mettre fin au bail de ta locataire et donner les clés à Capucine, comme il était convenu. Si tu le fais, nous pourrons oublier cet incident malheureux et aller de l'avant. Si tu choisis de persister dans ton égoïsme, alors tu dois comprendre qu'il y aura des conséquences. Nous ne pourrons plus avoir de relation avec une fille qui traite sa famille de cette manière. Tu ne seras plus la bienvenue à la maison. Le choix t'appartient. J'ai lu la lettre 3 fois. La première fois avec incrédulité. La deuxième fois avec une colère froide. La 3e fois avec un sentiment étrange de soulagement. Ils venaient de mettre leurs cartes sur la table. Leur amour était conditionnel. Il dépendait de ma soumission, de ma capacité à satisfaire leurs désirs et ceux de Capucine. Ils pensaient que la menace de me renier, de me couper de la famille, était l'arme ultime, celle qui me ferait plier. Ils ne pouvaient pas se tromper davantage. Je suis allée dans ma cuisine, j'ai ouvert le tiroir où je garde les allumettes. Je suis sortie sur mon petit balcon. J'ai pris une soucoupe en céramique. J'ai posé la carte dessus. J'ai craqué une allumette.
La flamme a léché le coin du papier cartonné. Il s'est recroquevillé, a noirci. Les mots soigneusement calligraphiés de ma mère, ces mots pleins de chantage affectif, se sont transformés en une fumée âcre avant de n'être plus qu'un tas de cendres grises. En regardant les cendres se disperser dans le vent du soir, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Le choix était fait. Mais je savais que la bataille n'était pas terminée. Ils avaient échoué à me faire plier en privé. J'avais le pressentiment que leur prochaine attaque serait beaucoup plus publique. Après l'épisode de l'ultimatum brûlé, j'ai eu quelques jours de répit. Un calme précaire. Je savais que la machine familiale était en marche. Ils essayaient de rallier des troupes à leur cause. La première à monter au front fut ma tante, la sœur de ma mère. Elle m'a appelé un soir, sa voix mielleuse cachant mal les reproches. « Apolline, ma chérie. J'ai entendu ce qu'il s'est passé. Ta mère est si triste. Ta sœur est au plus mal. C'est juste un appartement. La famille, c'est plus important, tu ne crois pas ? Ma famille a décidé que mon appartement était à eux sans me le demander. Est-ce que ça, c'est important, Tati, ai-je répondu, ma voix lasse. La conversation a tourné en rond. J'ai poliment mis fin à l'appel, comprenant que ma tante n'était qu'un pion, envoyé pour me faire culpabiliser. Elle a échoué. L'attaque suivante a été beaucoup plus vicieuse. Et beaucoup plus publique. C'est mon amie Chloé qui m'a alertée. Apolline, tu devrais regarder le profil Facebook de ta mère. Mon cœur a raté un battement. J'y suis allée. Et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Ma mère avait écrit un long, très long statut. Un chef-d'œuvre de manipulation et de victimisation. Elle ne m'a pas nommé directement, mais chaque mot était une flèche empoisonnée décochée dans ma direction. Elle parlait du chagrin infini de parents qui ont tout sacrifié pour leurs enfants. Elle décrivait comment certains enfants, une fois qu'ils ont réussi, oublient d'où ils viennent et piétinent ceux qui les ont toujours aimés. Elle parlait d'une génération égoïste qui valorise les possessions matérielles plus que les liens du sang. Elle a terminé par une phrase dramatique, on donne tout, son temps, son argent, son cœur, et on récolte l'indifférence et la cruauté. Mon cœur de mère est brisé. C'était si bien écrit. Si convaincant. Si faux. Et le pire, c'était les commentaires. Des dizaines de commentaires. Des amis de mes parents, des membres de la famille éloignée, des inconnus. Tous rivalisaient de compassion pour mes pauvres parents. Et d'indignation envers la fille ingrate. Quelle honte, écrivait l'un. Courage à vous, vous êtes des parents formidables, disait une autre. Certains enfants ne méritent pas ce qu'ils ont. J'ai lu ces mots, ces jugements de personnes qui ne connaissaient rien de ma vie, rien de mes sacrifices, rien de la dynamique toxique de ma famille. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Des larmes de rage, d'impuissance. Elle était en train de réécrire l'histoire, de me peindre comme le monstre. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que j'allais céder. L'humiliation publique, la condamnation unanime, c'était presque trop lourd à porter. J'ai failli prendre mon téléphone pour l'appeler, pour la supplier d'arrêter. Mais ensuite, j'ai relu son texte. J'ai vu la manipulation, la malhonnêteté. Et la rage a chassé le chagrin. Elle voulait jouer sur la place publique ? Très bien. Mais une histoire a toujours deux versions. Et jusqu'à présent, il n'avait entendu que la sienne. J'avais gardé le silence, j'avais encaissé les coups, j'avais essayé de gérer ça en privé. C'était terminé. Elle avait franchi une ligne. Elle avait transformé un drame familial en un spectacle public. Elle ne savait pas encore que j'allais lui voler la vedette. Pendant des années, j'avais adopté une stratégie de survie, le silence. Je ne me plaignais pas, je ne confrontais pas. J'encaissais et j'avançais. Mais le message de ma mère sur Facebook a tout changé. Le silence n'était plus une option. C'était devenu une complicité. En me taisant, je la laissais contrôler le récit, me transformer en la méchante de son histoire. Je ne voulais pas répondre avec la même haine, la même malveillance. Je voulais répondre avec la seule chose qu'elle ne pouvait pas combattre, la vérité. Pure, simple et factuelle. Mais avant d'écrire, j'avais besoin d'une alliée. Quelqu'un qui connaissait la vérité, qui avait été un témoin silencieux de cette injustice pendant des années.
J'ai appelé ma cousine, Léonie. C'est la fille du frère de mon père. Nous avions toujours été proches, et elle avait un sens aigu de la justice. Léonie, j'ai besoin de ton aide. Je lui ai tout raconté. L'appartement, l'ultimatum, le post sur Facebook. Elle n'était pas surprise. Je m'en doutais, Apolline. Ça fait des années que je vois comment il te traite par rapport à Capucine. C'est révoltant. Puis, j'ai eu un moment de faiblesse. Ma voix s'est brisée. Parfois, je me dis que je suis folle, Léonie. Que je suis vraiment la personne égoïste qu'ils décrivent. Non, a-t-elle répondu fermement. Tu n'es pas folle. Tu es juste la seule qui ose dire non. L'amour, ce n'est pas de la soumission. Tu mérites le respect. Ces mots ont été un baume sur mes blessures. Ensemble, au téléphone, nous avons passé en revue des années de souvenirs. Pas des opinions, des faits. L'anniversaire où mes parents m'avaient offert une enveloppe avec 50 €, et une semaine plus tard, offraient un scooter à Capucine. Le Noël où ils avaient oublié de m'inviter à la photo de famille parce que j'étais toujours en retard, alors que j'étais simplement allé chercher le dessert qu'ils m'avaient demandé d'apporter. Chaque fait était une pièce du puzzle, révélant un schéma de favoritisme et de dévalorisation systématique. Après cet appel, je me sentais armée. Pas de colère, mais de fait. Je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Pas une réponse sur le post de ma mère. Un nouveau post, sur ma propre page. Mon texte était calme, posé. Je n'ai utilisé aucune insulte, aucun mot de colère. J'ai commencé par expliquer mon parcours professionnel, les sacrifices que j'avais faits. J'ai expliqué, chiffres à l'appui, que j'avais acheté cet appartement avec mon propre argent, sans aucune aide. Ensuite, j'ai raconté la scène du dîner de Noël. J'ai cité les mots exacts de ma sœur et de mes parents. J'ai détaillé la campagne de sabotage menée par Capucine et son amie Manon pour faire fuir les locataires potentiels. J'ai mentionné l'ultimatum que j'avais reçu, en précisant les termes, l'appartement ou l'exclusion de la famille. Enfin, j'ai conclu par ces mots. Je n'écris pas ceci par colère ou par vengeance. J'écris ceci parce que la vérité mérite d'être entendue. J'aime ma famille, mais je ne peux pas accepter que l'amour soit utilisé comme un outil de chantage. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai, et j'ai le droit de prendre mes propres décisions. Si cela fait de moi une fille égoïste et ingrate à leurs yeux, alors c'est un rôle que j'accepte d'endosser. Je choisis le respect de moi-même. J'ai relu une dernière fois. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai cliqué sur « Publier ». J'ai fermé mon ordinateur. Mon cœur battait la chamade. Je venais de lancer une bombe nucléaire au cœur de ma propre famille. Je ne savais pas quelles seraient les retombées, mais une chose était sûre, après ça, plus rien ne serait jamais comme avant. L'effet de mon message a été immédiat et dévastateur pour la version de mes parents. En moins d'une heure, les commentaires ont commencé à affluer sous ma publication. Mais contrairement à ceux sous le post de ma mère, ceux-ci étaient massivement en ma faveur. Des amis d'enfance, des collègues, des membres de la famille qui étaient restés silencieux jusque-là. Courage Apolline, nous connaissons ta valeur et ton travail. Enfin, la vérité éclate. Tracer des limites saines est un signe de force, pas d'égoïsme. Le plus grand choc est venu des partages. Des gens ont commencé à partager ma publication, ajoutant leurs propres commentaires. L'histoire a pris une ampleur que je n'avais pas anticipée. Le récit de la « mère victime » s'est effondré sous le poids des faits. Le lendemain après-midi, Léonie m'a appelé. « Tu as vu ? » Elle a supprimé son post. Il a complètement disparu. Un immense sentiment de validation m'a envahi. Ce n'était pas de la joie, mais un soulagement. La vérité avait gagné. Ce n'est pas tout, a continué Léonie. Mon père a appelé le tien ce matin. Ton père a essayé de le convaincre de me faire pression pour que je te dise de supprimer ton message. Mon père a refusé. Il lui a dit qu'il avait lu ton histoire et qu'il te soutenait à 100%. Apparemment, la conversation a été très tendue. Je me suis assise, abasourdie. Mon oncle, qui avait toujours été si neutre, avait pris position. La dynamique familiale était en train de basculer. La semaine suivante a été étrange.
Le silence de mes parents était différent. Ce n'était plus un silence de punition, mais un silence de défaite. Puis, un soir en rentrant, j'ai trouvé une nouvelle lettre dans ma boîte. Pas une carte, mais une simple enveloppe blanche. L'écriture était celle de mon père. Je l'ai ouverte avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Apolline, commençait la lettre. Ta mère et moi avons beaucoup discuté depuis ton message. Nous ne sommes pas d'accord avec tout ce que tu as écrit, mais nous devons admettre que nous avons fait des erreurs. Nous voyons maintenant que nous vous avons traité, toi et Capucine, très différemment. Nous t'avons poussé à être indépendante, tout en surprotégeant ta sœur. Avec le recul, nous comprenons que ce n'était pas juste. Ton père, en particulier, réalise qu'il a toujours trouvé plus facile de s'occuper de Capucine que de faire face à ta force et à ton indépendance. C'était la lâcheté d'un père qui ne savait pas comment faire autrement. Nous ne te demandons pas de supprimer ton message. Nous te demandons si tu serais prête, un jour, à nous parler. À essayer de reconstruire quelque chose. Si tu ne le veux pas, nous comprendrons. Papa. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Ce n'étaient pas des excuses parfaites. La phrase « Nous ne sommes pas d'accord avec tout » montrait que leur orgueil était encore présent. Mais la mention de la « lâcheté d'un père » était un pas de géant. C'était la première fois de ma vie que mon père admettait une faiblesse, une erreur. C'était une fissure dans leur armure. Une ouverture. Mais était-ce une ouverture sincère, ou une nouvelle stratégie pour reprendre le contrôle ? Je savais qu'il ne me restait plus qu'un seul test à leur faire passer avant de pouvoir envisager un avenir. J'ai laissé passer une semaine entière avant de répondre à la lettre de mon père. J'avais besoin de ce temps pour analyser mes propres sentiments, pour m'assurer que ma décision ne serait pas dictée par un espoir naïf de retrouver une famille de contes de fées. Cette famille n'avait jamais existé. Finalement, j'ai répondu par un simple message, je suis d'accord pour qu'on se voie. Dans un lieu neutre. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café anonyme, à mi-chemin entre nos domiciles respectifs. L'atmosphère était incroyablement tendue. Nous avons commandé nos cafés en silence. C'est ma mère qui a parlé la première, les yeux rougis. Ce que tu as écrit, ça nous a fait beaucoup de mal, a-t-elle commencé. La vérité fait parfois mal, ai-je répondu, sans agressivité. J'ai décidé de ne pas les laisser mener la danse. Je n'ai pas demandé d'excuses. J'ai fixé les règles du jeu pour l'avenir. Si nous devons avoir une relation à partir de maintenant, ai-je dit en les regardant droit dans les yeux, voici les nouvelles bases. Premièrement, mes biens, mes finances et mes décisions de vie sont les miens. Il n'y aura plus jamais de discussion ou de supposition à ce sujet. Deuxièmement, le traitement de faveur envers Capucine est terminé. Elle a 25 ans. Vous allez lui demander de trouver un travail et de participer aux frais de la maison. Et à terme, de prendre son indépendance, comme vous l'avez exigé de moi. Mon père a hoché la tête lentement. Ma mère avait les larmes aux yeux, mais elle a hoché la tête aussi. Ce ne fut pas un changement magique. Ce fut un processus long et difficile. Il y a eu des disputes, des rechutes. Capucine a fait des crises de colère monumentales quand ses parents lui ont présenté la nouvelle réalité. Mais pour la première fois, ils ont tenu bon. 6 mois plus tard, Capucine travaillait comme vendeuse dans une boutique et partageait un appartement en colocation. Notre relation est toujours distante, teintée de ressentiment de sa part, mais elle apprend enfin à être une adulte. Ma relation avec mes parents se reconstruit, petit à petit. Ce n'est pas parfait. Il y a encore des non-dits, une certaine maladresse. Mais il y a maintenant une chose qui n'existait pas avant, le respect. Aujourd'hui, ma vie est paisible. Mon T3 à la Croix-Rousse est loué à un couple charmant. Ma carrière est florissante. J'ai rencontré quelqu'un, Mathis, un homme doux et intelligent qui respecte ma force et mon histoire. Parfois, je repense à ce dîner de Noël. Cet événement qui aurait pu me briser a été, en réalité, le catalyseur de ma libération. Se battre pour soi-même est la décision la plus effrayante, mais aussi la plus essentielle que l'on puisse prendre. Elle m'a appris que la vraie famille, ce ne sont pas nécessairement les gens qui partagent votre sang, mais ceux qui respectent vos limites et célèbrent votre indépendance. Avez-vous déjà dû tracer une ligne rouge avec votre propre famille ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires.
Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette histoire a résonné en vous, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir écouté.